Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous nous regardiez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast, puisqu'on est absolument partout. Vous l'avez peut-être vu passer, j'ai diffusé sur YouTube et en podcast ces derniers mois une série de 3 épisodes sur l'Algérie, plus précisément sur la conquête, l'Algérie coloniale, la guerre d'indépendance. Au moment où vous écouterez d'ailleurs ce podcast en rediffusion, il y aura même un 4e épisode sur les harkis qui sera sorti. Et dans cette Algérie coloniale, même une fois la conquête terminée, eh bien, il y a eu de nombreuses résistances à l'administration française, et notamment via le banditisme. Alors, qui sont ces bandits? Pourquoi le sont-ils devenus? Qu'ont-ils commis? Et comment les autorités ont lutté contre eux? Eh bien, pour le découvrir, j'ai le plaisir de recevoir Antonin Plarier, qui est historien spécialiste de la question. Actuellement, il est maître de conférence à l'université Lyon 3 en histoire contemporaine. En plus du banditisme, il va s'intéresser actuellement au cas de la mine d'Ain Mokra. J'espère que je le prononce bien. Il a produit de nombreux ouvrages et articles sur ces sujets de prédilection, comme Des bandits face au pouvoir colonial, Algérie 1871-1920, qui a été adapté de sa thèse, parue en 2025. Il a aussi participé à l'écriture de Les natures de la République, une histoire environnementale de la France 1870-1940, avec Stéphane Friou, Pierre Cornu, Charles-François Matisse et Anaël Marek, et a mentionné également Empire, une histoire sociale de l'environnement, qui a été coécrit avec Guillaume Blanc et qui sort le 2 octobre 2025 prochain. Il a également été conseiller pour une série HBO ayant lieu dans l'Algérie coloniale du 19e siècle. C'est un vrai couteau suisse. Bref, il y a de quoi dire, donc ne tardons pas. Bonjour mon cher Antonin. Bonjour Ben, merci pour cette invitation. Écoute, merci à toi de venir pour ces 2 heures qu'on va passer ensemble pour parler un petit peu de ton sujet de prédilection. La question d'introduction que je pose à chaque fois dans ce podcast: comment est-ce que toi, t'en es arrivé à bosser sur ces sujets aujourd'hui? Quel est ton parcours? J'ai commencé à travailler sur l'Algérie à la période coloniale et puis plus particulièrement sur l'Algérie pendant la guerre d'indépendance. Quand j'étais en master, j'ai fait un master d'histoire à Lyon, sous la direction de Sylvie Thénault, qui a aussi dirigé ma thèse sur le banditisme. Et ce qui m'a intrigué au cours de mon mémoire, c'est que donc, travailler sur les premiers camps de regroupement pendant la guerre d'indépendance, qui se situe dans l'Aurès, et c'est que voilà, les autorités françaises soulignaient le fait que des bandits d'honneur, c'est le terme qu'ils utilisaient, faisaient partie des unités de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Et ces mentions m'ont intrigué, et je me suis demandé comment est-ce que ce phénomène du banditisme peut se superposer à un phénomène politique ici nationaliste revendiquant l'indépendance. Donc voilà, sur le côté scientifique. Et puis sinon, après, j'ai un cursus assez classique en histoire. J'ai fait des études d'histoire, j'ai passé les concours pour être prof, j'ai fait une thèse. Et du coup, depuis, j'ai aussi enseigné dans le secondaire pendant quelques temps, dans le sud de la France. Et puis maintenant, je suis maître de conférence à l'université de Lyon 3. Alors, pour commencer cet entretien, l'idée c'est toujours de pouvoir quand même contextualiser un peu, et on en a besoin quand on parle de l'Algérie, de contextualiser un peu. Donc je te propose de dédier la première partie de cette émission justement à un petit peu de mise en contexte nécessaire. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'Algérie avant l'invasion française? Effectivement, donc l'Algérie avant l'invasion française a une histoire longue. En fait, l'État algérien tel qu'il existe en 1830, il a déjà 3 siècles, un peu plus de 3 siècles d'existence. C'est ce qu'on appelle en français alors et jusqu'à présent donc la régence d'Alger. Mais c'est un État à part entière, alors qui fait partie de l'Empire ottoman, mais qui dispose d'une autonomie, notamment en matière de politique étrangère. L'Algérie à l'époque, c'est une puissance agraire. On cultive beaucoup les terres en Algérie. L'essentiel de la population est rurale. C'est un pays exportateur de céréales, donc c'est une certaine puissance économique. Administrativement parlant, c'est un pays qui est administré par un Dey, le Dey d'Alger, qui règne sur 4 provinces administrées entre elles par des beys. Et ces beys doivent verser 2 fois par an une contribution auprès du Dey d'Alger, c'est-à-dire que c'est à eux que revient la charge de collecter l'impôt auprès des populations algériennes.
C'est un pays essentiellement rural, mais on a des villes qui sont le centre du pouvoir politique. Alger, c'est là où réside le Dey d'Alger, plus particulièrement dans la Casbah. Pour dresser en quelques mots l'histoire de cet État algérien avant 1830. Alors justement, quand est-ce que ça a commencé, cette conquête française? Pourquoi elle a été décidée? Dans quel contexte? Alors, il y a plusieurs facteurs, comme souvent, comme toujours en histoire. Il y a un facteur sans doute du point de vue français qui est celui de la crise politique que traverse la Restauration. C'est un régime qui est un peu à bout de souffle politique, qui plus est percuté par une crise économique à partir de 1827. Et Charles X, qui est le monarque d'alors, c'est un ultra, c'est un nostalgique de l'ancien régime. Il se dit que rien de tel qu'une victoire militaire pour essayer de redorer un peu le blason de son régime. Et c'est la première raison, c'est essayer de redonner un petit peu de popularité à un régime qui est très impopulaire. Il y a sans doute un autre facteur aussi qu'on a assez peu en tête souvent quand on parle de la conquête des opérations militaires de 1830, mais c'est aussi la nostalgie d'une sorte de paradis perdu des colonies qui ont été perdues au cours de la Révolution française. Et du point de vue de certains militaires français qui ont pu d'ailleurs servir pour essayer de reconquérir Haïti, devenue indépendante au début du 19e siècle, il y a aussi la nostalgie d'une île sucrière, donc de leur point de vue le paradis économique, que l'Algérie pourrait redonner. D'ailleurs, dans les premières années, on essaye, il y a des tentatives d'essayer de faire pousser en Algérie des mangues, des avocats, de la canne à sucre, enfin toutes sortes de plantations tropicales. Et il y a la volonté d'essayer de reconstituer un empire colonial tel qu'il a pu exister avant la Révolution française. En 1830, c'est ça? En 1830, ouais. Donc ça fait 25 ans, si tu veux, que Haïti a acquis son indépendance. Donc dans une carrière de militaire, on trouve des soldats qui ont servi 25 ans plus tôt et qui veulent prendre leur revanche, en fait, en quelque sorte, leur revanche coloniale. C'est un élément. Après, le dernier élément, je dis, c'est un élément économique. Le trésor public d'Alger a la réputation d'être particulièrement garni, donc c'est aussi une opération de pillage, tout simplement, de récupérer des fonds, de récupérer du numéraire à peu de frais. Il y a une légende tenace dans le narratif de la conquête d'Algérie qui dit que, en fait, si on y allait, c'est pas pour ces raisons, c'était parce que il y avait les pirates barbaresques qui empêchaient tout le commerce dans la Méditerranée, etc. Bon, à cette époque-là, on est quand même vraiment sur la fin des barbaresques, en fait. Ouais, c'est ce qu'on appelle en histoire, c'est un anachronisme, c'est-à-dire que l'âge d'or de la guerre de course, c'est un demi-siècle plus tôt, c'est le XVIIIe siècle. Et en fait, depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est plus véritablement un problème économique. Mais c'est effectivement une légende tenace. Alors moi, je suis pas venu à l'histoire de l'Algérie par les légendes. J'y suis venu directement par l'histoire parce que je n'avais pas d'attache particulière avec l'Algérie dans ma vie familiale antérieure, enfin vie familiale, dans mon parcours familial. Et donc j'ai découvert après coup, en fait. Mais la première fois qu'on m'a sorti la théorie des barbaresques, j'étais surpris. Je me disais, mais d'où ça vient? Enfin, je travaillais dessus depuis quelques années quand même. J'ai jamais lu ça nulle part. Enfin, je veux dire, dans les travaux des collègues. Mais effectivement, c'est une légende qui a la vie dure, comme le fameux coup d'éventail dont tu parlais dans l'émission sur la conquête que je conseille à tout le monde. C'est les deux légendes sur les débuts de la conquête. C'est pas lié au coup d'éventail. Oui, qui viennent justifier, c'est soit le fait d'avoir été, ne pas avoir été respecté par les Algériens, donc c'est une vengeance un peu diplomatique et d'honneur, soit c'est une vengeance économique parce que il y aurait eu des pirates musulmans qui auraient du coup réduit en esclavage et pillé les cargaisons des Blancs qui venaient d'Europe. Voilà. Mais ça, effectivement, ça a eu lieu, évidemment, mais comme tu le disais, un demi-siècle plus tôt. Donc là, c'est un prétexte a posteriori.
inventé pour cette conquête. Alors, cette conquête, dans les faits, comment est-ce que ça se déroule? La première chose qu'il faut noter, c'est que cette guerre de conquête, donc d'appropriation territoriale par des opérations militaires, elle est longue. Alors tout dépend de ce qu'on considère comme borne finale, mais à minima, c'est une guerre qui dure jusqu'en 1847, lors de la reddition d'Abdelkader en mois de décembre 1847. Mais on peut aussi considérer que, en fait, jusqu'en 1857, eh bien, par exemple, la Kabylie n'a pas été soumise militairement parlant. 1857, on a encore une grande résistance qui est menée notamment par la figure de Lala Fatma Nsouma. On pourrait aussi considérer que 1871, on en reparlera un petit peu plus tard, qui est une grande insurrection anticoloniale en Algérie, est une borne à cette conquête, auquel cas, là, on a carrément quasiment un demi-siècle, 41 ans, et on pourrait enfin considérer que les dernières opérations militaires qui ont lieu dans le sud de l'Algérie au début du XXe siècle sont aussi une borne possible à cette période de la conquête. Donc à minima 17 ans d'opération, à maxima 70 ans. Alors évidemment, c'est pas 70 ans d'opérations militaires ininterrompues et de combats ininterrompus, mais toutefois, la durée indique la difficulté, puisque si on compare avec les conflits du XXe siècle qui ont déjà paru à juste titre extraordinairement longs pour les contemporains, Première et Deuxième Guerre mondiale, on est sur des unités de temps qui sont absolument pas les mêmes. Et donc, par conséquent, la durée de ces opérations militaires indique les difficultés auxquelles se sont heurtées les armées françaises. Oui, donc il n'y a pas de consensus finalement chez les historiens sur la date de fin de la conquête, quoi. Tout dépend effectivement quelle partie du territoire on considère, et puis qu'est-ce qu'une victoire militaire, qu'est-ce qu'une victoire politique. À partir de quand finalement les contemporains estiment qu'ils sont soumis à une administration coloniale et que celle-ci est partie pour durer, c'est effectivement sujet à des discussions, mais aussi en fonction des populations et des territoires qu'on va considérer. Quelles sont les conséquences de cette conquête sur la société algérienne ? Eh bien, elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques d'abord d'un point de vue démographique, c'est-à-dire que on assiste à un effondrement démographique en fait. Les 40 premières années de la conquête, le démographe Kamel Kateb qui a travaillé notamment sur cette question, il estime que probablement un tiers de la population algérienne disparaît entre 1830 et la fin des années 60, 1870, parce qu'on a une période de famine particulièrement brutale en 1868 et qui n'est pas liée à des aléas climatiques, ou plutôt qui n'est pas exclusivement liée à des aléas climatiques, elle est liée aussi à une économie qui a été considérablement fragilisée par la période de la conquête. Un tiers de la population, il estime que c'est sans doute autour de 800 000 personnes qui disparaissent sur la période. Donc c'est absolument considérable, et je pense qu'on aurait évidemment bien des difficultés à pouvoir se représenter ce que ça a signifié dans le vécu des contemporains. C'est littéralement un monde qui s'effondre. Cette période, ça doit être une perte de signification même sur le sens de la vie, c'est-à-dire quand on a effectivement une disparition de proches, de membres de sa famille, que celle-ci se répète cycliquement et que ça dure pendant des années, il y a sans doute une vision du monde qui est bouleversée par cet épisode. Alors une fois que le territoire conquis, on l'a compris, c'est quand même très progressif, ça s'étale sur le temps. Comment est-ce que se met en place l'administration coloniale ? Là aussi, ça se fait par étapes. Alors effectivement, il y a le premier temps qui est celui de la conquête, et puis une fois les populations dites soumises, évidemment c'est relatif, se met en place une administration militaire dans un premier temps qui va durer jusqu'en 1870, et qui au
niveau local va être va prendre la forme des bureaux arabes, hein, c'est-à-dire qu'un officier, un militaire, prend en charge l'administration d'un territoire. Les bureaux arabes, ça peut être des territoires relativement grands, hein, c'est plus grand qu'une commune en France dans tous les cas, et c'est un peu plus petit qu'un département, mais on est à peu près sur cette superficie-là. Et il a une petite équipe, hein, de militaires et puis aussi d'Algériens, notamment dans les grandes familles, en tout cas celles qui acceptent de jouer ce rôle, qui vont servir d'intermédiaires coloniaux pour asseoir la domination militaire, la domination coloniale. Donc c'est une administration qui est relativement faible, hein, en termes d'effectifs, hein. On n'a pas du tout un maillage aussi fort que on peut l'avoir à la même époque en France métropolitaine. Ce qui explique aussi la brutalité des réactions dès lors qu'il y a des moments d'insoumission, hein. C'est-à-dire que pour s'imposer, à défaut d'un maillage administratif resserré, eh bien c'est un déferlement de violence pour imposer son autorité avec les moyens limités qui sont ceux de l'administration militaire jusqu'alors. À partir de 1870, on passe sur un régime un petit peu différent, en tout cas pour le nord du territoire, qui abrite l'essentiel de la population algérienne, et on passe à une administration civile progressivement, qui prend le relais des autorités militaires, et voilà, qui va perdurer jusque la guerre d'indépendance. Première guerre mondiale, il se passe quoi pour l'Algérie? C'est une mobilisation importante. Dans les années qui ont précédé, il y a un débat qui est un petit peu un serpent de mer, alors pour l'Algérie et puis pour l'Empire colonial de manière générale, qui est celui du recrutement des colonisés dans l'armée française. Alors pourquoi c'est un serpent de mer? Parce qu'il y a des pour et des contre, et donc du coup c'est pas tranché immédiatement. Les pour, ils sont évidemment numériques, hein, c'est-à-dire que c'est un réservoir d'hommes quasi infini, en tout cas au regard de la démographie métropolitaine. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être une force, notamment dans la perspective d'une revanche contre l'Allemagne, hein, après la défaite franco-prussienne en 1870, parce que l'Allemagne a une démographie supérieure à la démographie française. Donc ça, c'est un argument que les militaires favorables à la mobilisation des colonisés mettent en avant. Maintenant, l'opinion coloniale, il faut bien s'en rendre compte, hein, l'opinion européenne en Algérie est vent debout contre la mobilisation des Algériens. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, et à juste titre, que le fait de payer l'impôt du sang va devoir être compensé par une égalité des droits, ou du moins par des concessions sur le plan des droits politiques. Hein, donc il y a une opposition frontale. C'est vrai pour l'Empire français, c'est vrai aussi pour l'Empire britannique. Hein, les Européens en Afrique du Sud sont vent debout contre la mobilisation des Sud-Africains noirs dans l'armée britannique, et ils vont d'ailleurs obtenir gain de cause. C'est pas le cas dans l'armée française, où effectivement, à partir de 1912, la conscription, le fait de réaliser son service militaire, est valable pour les Algériens en âge de combattre. C'est d'abord ce qu'on appelle une portion du contingent, c'est-à-dire un pourcentage du contingent, et puis c'est progressivement étendu pendant la Première Guerre mondiale. Alors, résultat des courses pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, ce sont 172 000 soldats algériens qui sont mobilisés sur différents terrains de bataille, pas seulement sur le front occidental. Il y en a aussi qui vont combattre ailleurs, notamment dans les Balkans. Et puis, c'est aussi 120 000 ouvriers qui vont, une main-d'œuvre de 120 000 personnes, disons, puisqu'il y en a qui travaillent en usine, mais il y en a aussi qui travaillent dans les champs, hein, qui sont mobilisés avec une discipline militaire, hein, et qui vont travailler en métropole pendant cette période. Donc, quasiment 300 000 personnes, hein, qui vont franchir la Méditerranée pour contribuer à l'effort de guerre, soit sur le plan économique, soit sur le plan militaire. Alors, quelles vont être les conséquences, justement, de cet engagement? Elles sont importantes pour l'Algérie déjà parce que 300 000 personnes, ça signifie 300 000 hommes en âge de travailler qui ne sont plus là, hein, qui vont plus cultiver les champs, qui vont plus, etc. Donc ça va reposer sur celles et ceux qui restent. Et puis il y a d'autres conséquences plus directement politiques parce que il y a une forte impopularité de cette guerre. Hein. On peut dire qu'il y a une sorte de défaitisme révolutionnaire presque, hein, en tout cas de défaitisme, qui règne en Algérie, c'est-à-dire qu'on souhaite la plupart du temps la défaite de l'armée française. Il y a même des chansons à la gloire de Hadj Guillaume. Hein, mais quoi qu'il en soit,
je pense la figure de Guillaume, c'est-à-dire l'empereur d'Allemagne, n'est pas importante en soi. Ce qui est important ici, c'est qu'en fait, on souhaite la défaite de l'armée française parce qu'on souhaite la défaite de l'armée coloniale, enfin de l'autorité coloniale. Ce qui explique deux choses, ce qui explique d'une part des comportements de refus de la mobilisation qui peuvent prendre différentes formes, soit l'insoumission, c'est-à-dire le fait de refuser l'incorporation à l'armée, soit la désertion, c'est-à-dire une fois qu'on est mobilisé, eh bien quitter l'armée sans autorisation évidemment. Ça peut prendre la forme du banditisme, que j'ai pu étudier plus particulièrement dans ma thèse pour la Première Guerre mondiale. Et puis, l'acmé de cette opposition, c'est évidemment l'insurrection. On a une insurrection d'ampleur en 1916, on en reparlera peut-être, mais dans l'Aurès, c'est tout un territoire qui va s'insurger. Et le motif principal, c'est sans doute pas le seul, mais en tout cas le déclencheur, c'est évident, c'est le refus des opérations de révision des listes, mais c'est-à-dire de la mobilisation. Avant justement d'enchaîner sur ce sujet du jour, mais c'était important qu'on pose le contexte, tu peux nous faire peut-être un bref topo sur la situation en Algérie jusqu'à la guerre d'indépendance ? Oui, alors en quelques mots, parce que d'une part je suis pas spécialiste et puis c'est une grande période, mais il y a au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a un processus de politisation, c'est-à-dire de mise en place d'organisation politique en tant que telle, c'est-à-dire pas seulement de politisation informelle, quotidienne, mais il y a des organisations politiques qui se constituent, sans doute sous l'effet aussi d'une actualité internationale. Il y a la révolution kémaliste en Turquie, donc un État qui prend son indépendance, qui décide un peu à marche forcée de moderniser ses structures et de rester indépendant vis-à-vis des puissances européennes. La révolution russe aussi, évidemment, qui en 1917 va avoir à produire une onde de choc aussi dans les pays colonisés, avec la création d'un parti communiste dès le début des années 1920 en Algérie. La totalité des socialistes en Algérie votent pour l'adhésion à la Troisième Internationale, d'un certain côté sur un malentendu, pour le dire vite, puisque c'est aussi un socialisme colonial qui va adhérer au Parti communiste. Ça, ce sont les travaux de ma collègue Claire Marinauer qui se sont plus spécifiquement intéressés au socialisme à la période coloniale en Algérie, mais qui, à terme, vont finir par défendre l'indépendance, en tout cas dans la fin des années 20, début des années 30. Donc il y a ce processus de politisation. Ce qui est intéressant avec le Parti communiste par ailleurs, c'est que c'est la seule organisation qui va mêler, avec les organisations syndicales, qui va mêler une population algérienne, une population européenne. Donc c'est quand même particulièrement intéressant dans une situation coloniale où la barrière coloniale, le fait d'être indigène d'un point de vue juridique ou d'être citoyen, est évidemment une barrière décisive. Dans le Parti communiste, on a à la fois des Algériens et des Européens. Alors, c'est pas la seule organisation, c'est même pas forcément la plus importante. Se développe à côté du Parti communiste des nationalistes autour de l'étoile nord-africaine, qui sont d'ailleurs au départ liés avec le communisme. C'est la figure de Messali Hadj qui va être un peu le pionnier de la revendication de l'indépendance de l'Algérie. On en a un courant plus modéré, algérien, qui s'appelle l'UDMA, qui est fondé par Ferhat Abbas. Ferhat Abbas, initialement, c'est pas un partisan de l'indépendance, c'est plutôt un partisan de l'égalité des droits. Il a un petit peu une théorie sur les deux France. Pour lui, il y a une France des droits de l'homme, il y a une France de la Révolution française, une France de l'égalité des droits, et puis il y a une France coloniale, une France qui regarde aussi vers les nationalismes exacerbés des années 20, des années 30, donc qui regarde vers le fascisme. Celle-ci, c'est pas sa France, entre guillemets, la sienne, c'est celle dont il se revendique, c'est celle de la Révolution française et des droits de l'homme. Donc c'est un courant modéré qui est relativement important et qui recrute dans les élites urbaines des années 20, des années 30. Et puis enfin, il y a un courant qu'on appelle les oulémas, qui est une association religieuse qui se prononce pas directement sur la question de l'indépendance, mais qui va en quelque sorte essayer de
de raviver une fierté musulmane, une fierté algérienne par un travail associatif, à la fois religieux, mais aussi dans d'autres terrains associatifs, et qui va avoir une influence importante jusque la guerre d'indépendance. Ça, c'est le paysage du côté algérien, le paysage politique dressé en quelques mots. Du côté européen, en dehors du Parti communiste, globalement, pour le dire rapidement, mais il y a une crispation sur l'inégalité des droits et sur le fait que les Européens disposent de privilèges juridiques, politiques, qu'ils ne sont pas prêts de céder. Et toutes les tentatives de réforme sont bloquées par une population européenne qui refuse des changements qui pourraient la placer en minorité politique s'il y avait une égalité des droits si une égalité des droits était appliquée en Algérie. Un blocage important qui amène évidemment à plusieurs explosions, dont la dernière, 54, va amener à l'indépendance. Merci pour cette grosse mise en contexte. Justement, allons sur ton terrain, le banditisme. Et avant, encore une fois, de rentrer vraiment au fond des choses, une ultime mise en contexte, étymologique cette fois-ci. Quand on parle de banditisme, on parle de quoi ? Ouais, merci pour cette question. C'est une grosse question que je me suis posée pendant des années dans ma thèse. C'est pas évident pour une raison simple, c'est qu'en fait le terme de banditisme, il faut pas y aller par quatre chemins, c'est un terme qui est forgé par le pouvoir, c'est un terme d'accusation initialement. Alors c'est pas une catégorie juridique, on n'est pas condamné pour banditisme, on est condamné pour vol, on est condamné pour meurtre, on est condamné pour différentes choses, mais banditisme en tant que tel, c'est pas une catégorie juridique. Par contre, c'est quand même une catégorie à charge, c'est une catégorie d'accusation. Ça fait partie du discours du pouvoir. Donc, d'où l'hésitation que j'ai eue pendant longtemps de me dire quel terme je vais utiliser, parce que là ici on a un terme qui recèle un certain nombre de pièges, parce que c'est une catégorie, si ce n'est coloniale, du moins une catégorie du pouvoir, donc qui en l'occurrence en Algérie est un pouvoir colonial. Les termes qui sont utilisés en Algérie ont une connotation, ont toujours un rapport au droit tout de même. C'est-à-dire, on va parler par exemple en tamazir d'Imenfi. Ça vient d'une racine verbale arabe, enfou, qui signifie, qui renvoie à l'exil, qui renvoie à la proscription, et qui renvoie plus précisément en fait à la proscription décidée par l'État, c'est-à-dire, par une autorité, c'est-à-dire le fait de décider qu'un individu s'est mis en dehors de la société parce qu'il s'est mis en dehors du droit. Bon. Dans l'ORES, il y a un terme que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et c'est ma collègue Warda Sieritengour qui me l'avait indiqué, c'est le terme d'imbassiyen. Et littéralement, c'est un terme qui naît d'un contexte colonial, c'est-à-dire que c'est une appropriation du mot français cour d'assises, imbassiyen, et ça signifie au sens littéral passer devant la cour d'assises, en quelque sorte. Donc les imbassiyennes, ce sont ceux qui ont été confrontés à une autorité judiciaire, disons au sens large, et qui ont été condamnés et qui par conséquent fuient cette autorité. Donc il y a cette notion de rapport au droit et de s'être mis ou d'avoir été placé en dehors du droit, donc qui existe aussi dans les termes qui sont utilisés en Algérie et qui peuvent être y compris réappropriés positivement. Et c'est la raison pour laquelle finalement le terme de banditisme rural, c'est un terme que j'ai conservé dans ma thèse et puis dans le livre que j'ai publié à partir de là récemment, parce que les bandits peuvent faire l'objet d'une revendication positive. On va parfois parler de bandits d'honneur à l'époque. On en parle aussi aujourd'hui, d'ailleurs, en Algérie. Il y a un certain nombre une mémoire en fait de ce banditisme qui est souvent appelé bandit d'honneur en Algérie, dans des publications de type roman, bande dessinée ou même téléfilm. Il y a pas mal de choses autour de ça aujourd'hui. Et puis, dès l'époque, c'est-à-dire pour les contemporains, on en trouve trace de ces termes dans des
dans des chants, dans des poèmes, dans des contes, où il va y avoir cette réappropriation en positif du terme de bandit, qui finalement est revendiqué un peu par un retournement du signifiant. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, ce terme de bandit, finalement, je l'ai gardé parce qu'on le retrouve aussi parmi les acteurs que j'étudie, ou en tout cas parmi leurs contemporains, qui sont pas toujours du côté des autorités coloniales. Sur ce sujet du banditisme dans l'Algérie coloniale, sur quel type de source, toi, tu as été amené à bosser? Alors, sur une multitude de sources différentes, puisque j'ai pu travailler, alors, j'ai cherché à documenter, si tu veux, le contexte d'émergence aussi du banditisme, que je considère un peu comme une forme de conflictualité paroxystique, enfin un moment de conflictualité particulièrement aigu en milieu rural, mais en fait il y a une gradation de conflits, hein. Il y a des conflits fonciers, il y a des conflits forestiers. Donc j'ai travaillé notamment sur des archives forestières, celles de l'administration des eaux et forêts. J'ai travaillé sur des archives foncières aussi qui vont documenter l'emprise territoriale de la colonisation sur telle ou telle partie du territoire algérien, puis sur des archives administratives de type commune, sous-préfecture, préfecture, qui sont là, cette fois-ci, plus proches de ce qu'on peut appeler les archives de la répression, hein, c'est-à-dire qui vont chercher à documenter le phénomène et comment est-ce qu'une administration parvient à y mettre un terme. Et puis j'ai une source clé, enfin j'ai un fond qui est clé quand même dans ma thèse, c'est le fond c'est un fond judiciaire. Ce sont des archives judiciaires, ce sont les archives des recours en grâce, puisque eh bien, quand on est condamné à mort, un recours en grâce est automatiquement produit, quand bien même celui qui est condamné ne le formule pas, ce recours en grâce. La condamnation à mort suscite automatiquement la production d'un recours en grâce, c'est-à-dire concrètement en termes de production d'archives, on va réunir les différentes pièces du dossier qui vont passer par les cabinets du ministère de la Justice, voire du ministère de la Guerre, si c'est une institution militaire qui a jugé, un conseil de guerre. Et puis ça va remonter jusque l'Élysée, hein, à partir de 1870, par la présidence de la République, qui va examiner si oui ou non il y a lieu d'appliquer la peine prononcée par le magistrat. Bon. Et ça, ces dossiers, ils ont été très bien conservés. Quand on travaille sur l'Algérie, quand bien même il s'agit d'une organisation départementale d'un territoire à partir de 1848, c'est-à-dire théoriquement soumis en fait aux mêmes règles de mise en archive que les départements métropolitains, eh bien, il y a eu beaucoup de pertes sur l'Algérie et des destructions aussi, hein, qui sont liées aux conditions de la guerre d'indépendance et notamment à la politique de l'OAS à la fin de la guerre et qui ont détruit toute une partie des sources sur lesquelles l'historien peut aujourd'hui travailler. Donc on travaille pas on travaille pas de la même manière que les collègues qui travaillent sur des départements métropolitains. Et ce fonds d'archives, les recours en grâce, en raison de son parcours particulier qui remonte jusque la présidence de la République, eh bien c'est un fonds qui est conservé de façon beaucoup plus systématique. Donc là, c'est des dossiers qui sont extrêmement riches, hein, parce qu'on a en fait des procès-verbaux, on peut avoir des interrogatoires, on peut avoir un certain nombre d'actes commis par les bandits qui vont être documentés, ceux en tout cas qui ont servi à justifier, à motiver une peine particulière du point de vue du magistrat. Ça a été pour moi la source essentielle, c'est le fond des recours en grâce. Alors quand on se lance dans ce genre de chantier, de recherche, voilà, il faut cadrer les choses parce que sinon c'est pas 4-5 ans qu'il faut pour une thèse, mais c'est 30 ans. Donc toi tu as décidé de borner quand même chronologiquement ton sujet entre 1871 et 1920. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces bornes-là? Alors déjà c'était des bornes importantes et alors c'est peut-être une petite partie de la raison pour laquelle j'ai fait ma thèse en 7 ans, ce qui est quand même assez long, mais ça avait un sens historique surtout, hein. C'est-à-dire que 1871, c'est, je le disais tout à l'heure, une grande insurrection qui commence en Kabylie, mais qui va s'étendre sur presque un tiers du territoire algérien, et qui va avoir des effets considérables, d'une part parce que
il y a une répression brutale d'un point de vue militaire. Et puis derrière, surtout, ce qui est mieux documenté par les historiens, et je pense en particulier à mon collègue Didier Guignard qui a travaillé sur 1871, l'Algérie sous séquestre, eh bien, il y a un versant économique de la répression qui peut prendre deux formes, celle d'une contribution de guerre, qui est de mémoire de 36 millions de francs, c'est-à-dire 3 fois l'impôt annuel que payaient les populations algériennes, mais en plus concentré sur les populations qui sont considérées comme insurgées, qui se sont effectivement insurgées ou qui ont été accusées de l'être. Ça, c'est le premier versant, c'est des contributions de guerre. Et puis, il y a un versant foncier aussi, puisque la particularité de cette répression, c'est que l'État français va placer des superficies considérables, 460 000 hectares, sous séquestre, c'est-à-dire qu'elle va considérer que les 2/5 de ces superficies lui appartiennent, en choisissant ce qui l'intéresse le plus, et puis va se servir de cette réserve foncière par la suite pour bien mettre en place un programme de colonisation officielle. C'est le début, enfin c'est pas tout à fait le début, mais en tout cas c'est une étape importante dans le fait de constituer l'Algérie en colonie de peuplement, et on va avoir donc des Européens, des Français métropolitains, mais pas seulement, des Européens qui vont franchir la Méditerranée pour s'installer en Algérie et commencer une carrière plus ou moins heureuse d'agriculteur, parce que c'est parfois dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on leur avait vendues initialement. Oui, c'est un peu précaire. Ouais, tout à fait. Il y a un taux de renouvellement des occupants qui parfois est de l'ordre de 50%, c'est-à-dire qu'on a au bout de quelques années la moitié d'un village de colonisation de la population européenne qui peut quitter les terres qui lui ont été réservées, les revendre ou les laisser à l'État s'ils ne sont pas restés suffisamment longtemps, parce que ce sont des concessions initialement, c'est pas des propriétés immédiatement. Et voilà, il y a un auteur que je conseille souvent parce que j'aime beaucoup. Ce qu'il a fait, c'est Mathieu Bellesi, Conquérir la terre et le soleil, un roman qu'il a publié il y a 3-4 ans, qui décrit très bien, au travers le personnage d'une femme qui est originaire de Saint-Denis, le parcours de ses premiers colons en Algérie dans les années 70. Tu t'intéresses au banditisme donc à partir de 1871, mais est-ce qu'il existait en Algérie avant cette date ? Oui, il existait en Algérie avant cette date. Sous la période coloniale, en fait, c'est le phénomène que j'étudie, c'est-à-dire le fait d'avoir subi une condamnation judiciaire et de la fuir, de l'éviter ou de l'affronter. C'est un phénomène qui, en réalité, est contemporain des moments d'occupation coloniale plus quotidienne sur le plan foncier. C'est-à-dire qu'en fait, on peut suivre en quelque sorte une chronologie du banditisme, pour le dire autrement, qui est aussi celle de la colonisation foncière. Et donc, en fonction des territoires, on n'aura pas tout à fait la même colonisation et on n'aura pas non plus la même chronologie du banditisme parce qu'elle est contemporaine, quelque part, de cette irruption coloniale au quotidien, j'ai envie de dire, de cette emprise un peu quotidienne d'une administration coloniale ou d'une population coloniale avec les populations algériennes. Donc ça existe avant, notamment en Oranie. On a une chronologie qui est un petit peu différente puisque la colonisation des plaines de l'Oranie est plus précoce que celle de l'est de l'Algérie et puis des zones montagneuses un peu plus au sud comme l'Aurès par exemple. Et donc, on ne va pas avoir la même chronologie des années 1860, par exemple. On a des bandes qui sont assez célèbres, qui font parler d'elles en Oranie, alors que dans le reste, ce sera beaucoup plus tardif, ce sera plutôt fin 19e, début 20e. On va revenir un peu plus en détail justement sur 1871 et cette révolte en creusant un petit peu les points que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu peux donc nous dire un petit peu, nous expliquer un peu plus en profondeur à quoi c'est dû cette révolte de 1871 exactement ? À l'époque, les sources qui évoquent cette insurrection de 1871
vont expliquer que c'est soit de la faute des civils qui viennent de prendre le dessus dans l'administration de l'Algérie, soit la faute des militaires qui disposaient de l'autorité jusqu'alors sur l'Algérie. Et il va y avoir un conflit d'autorité entre différents corps d'État, si vous voulez, c'est-à-dire soit les militaires, soit les civils qui vont se renvoyer la balle en quelque sorte sur la responsabilité de cette insurrection. Bon. C'est pas une explication qui est très convaincante. En tout cas, elle se suffit pas à elle-même, ça c'est évident. Ce qui est vrai, c'est que effectivement les civils ont la réputation d'être des partisans d'une colonisation rapide. Et par conséquent, eh bien, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des paysans algériens, hein, qui ont peur évidemment pour leurs terres. Donc ça, certes, c'est effectivement une partie de l'explication. Peut-être que plus fondamentalement, les causes de cette insurrection sont à chercher dans la défaite franco-prussienne, hein, puisque en 1870, début septembre 1870, la France subit une défaite cuisante à Sedan. Voilà, 90%, je crois, de l'armée française à l'époque est faite prisonnière par l'armée prussienne. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement que l'armée française, l'armée coloniale, est faillible. Elle peut perdre une guerre. Et elle est dans un moment de faiblesse. Et par conséquent, pour une population qui ne supporte pas cette administration, bah, il y a là évidemment une opportunité à saisir pour essayer de s'en débarrasser. On ne croit pas en Algérie à la pérennité d'une autorité coloniale, à sa durée. J'aime bien donner cet exemple qui est donné par Charles Robert Ageron, qui est un historien de l'Algérie, qui publie sa thèse dans les années 60. Et Charles Robert Ageron, il donne cet exemple des prêts financiers. Les créanciers algériens qui prêtent de l'argent à des paysans, eh bien, ils prêtent avec parfois comme échéance le départ des Français. Et ça, c'est intéressant, je trouve, parce que quelqu'un qui détient de l'argent et qui va le prêter, il peut être un peu philanthrope sur les bords, mais bon, quand même, il a envie de récupérer son argent à un moment ou à un autre. Bon. Et donc, si on fixe comme terme le départ des Français, c'est bien qu'on espère à court terme pouvoir récupérer son argent. Donc, il n'y a pas forcément cet horizon, il n'y a pas cet horizon de penser que l'autorité coloniale va rester indéfiniment. Ça, c'est après 71, en fait. C'est l'abattement de la répression. On se dit, c'est parti pour durer. On a une société qui a été écrasée dans le sang. Et là, c'est la période que l'historien André Nouchy appelle le triomphe des forts. Et je trouve l'expression effectivement bien trouvée. Hein. C'est un moment où l'administration, la population coloniale se développe considérablement. Et manifestement, même s'il y a toujours une peur de perdre le pouvoir du côté de l'administration coloniale, il y a là, ici, quelque chose qui a l'air plus pérenne, disons. Mais alors, du coup, concrètement, cette révolte, ça prend quelle forme? Les gens prennent les armes, ça... C'est ça. Alors, il y a plusieurs épisodes, hein, mais les Algériens prennent les armes. Ils prennent d'assaut des villages de colonisation, des emplacements fortifiés. Et puis ils résistent au cours d'affrontements, alors qu'ils peuvent aussi être parfois des moments d'évitement, parce qu'en fait, c'est aussi toute une particularité de ces guerres coloniales, c'est aussi qu'il y a une asymétrie, il y a toute une population civile au milieu, et il y a des stratégies d'affrontement, mais de fuite aussi vis-à-vis de l'armée. Le nombre de victimes de cette insurrection et de cette répression, il est pas connu avec fiabilité parce qu'on n'a pas les outils administratifs pour le mesurer. Les historiens qui sont essayés à essayer d'estimer un chiffre estiment avec prudence qu'on est sans doute autour de 30 000 victimes après l'insurrection de 1871. Donc c'est en l'espace de quelques semaines, quelques mois, c'est particulièrement brutal. Hein. C'est davantage que la Commune de Paris à la même époque. Hein. Donc, on est ici sur des conflits qui sont très violents. Et donc, répression militaire, mais aussi répression économique. Répression militaire, mais aussi répression économique, hein, puisque 1871, c'est effectivement un tournant
un tournant. C'est une étape importante en termes de colonisation foncière. On va avoir une emprise de la colonisation sur le foncier algérien qui s'accroît rapidement. Ça a déjà commencé avant, mais ça prend des formes qui sont sans doute plus importantes, aussi bien en termes fonciers qu'en termes numériques. C'est-à-dire qu'avant 1871, on va avoir une colonisation qui peut être davantage une colonisation de grands propriétaires. Enfin, en tout cas, il y a des concessions agricoles ou forestières qui sont attribuées à des populations, à des individus européens qui sont des grands propriétaires absentéistes, hein, souvent, qui peuvent diriger des concessions depuis leur lieu de résidence en France, au Havre, à Paris ou à Marseille. À partir de 1871, la Troisième République va mettre en place un programme de colonisation qui est un programme de petits colons, en fait. Hein. On passe de concessions qui vont faire quelques milliers d'hectares à des concessions qui vont faire quelques dizaines d'hectares. On n'est pas du tout sur le même modèle. Et c'est à partir de ce moment-là que se mettent en place des villages de colonisation qui vont mailler en quelque sorte le territoire algérien de façon un petit peu plus serrée. Alors, tu nous parlais aussi de concessions forestières. Quelle place à la forêt à cette époque en Algérie? Elle est, alors effectivement, c'est un autre monde, hein, donc tu as raison de poser cette question parce que le rôle économique de la forêt, c'est quelque chose qui vient pas immédiatement à l'esprit pour nous en 2025. Mais au 19e siècle, il faut bien se rendre compte que toute une partie des ressources des ruraux dépendent de la forêt. On a besoin de la forêt pour des activités aussi quotidiennes que se nourrir et se chauffer, hein, puisque on cuisine et on se chauffe au feu de bois, donc on a besoin du bois des forêts pour le faire. On en a besoin pour l'artisanat, on en a besoin pour les constructions, pour le bâtiment. Les agriculteurs ont aussi besoin d'une part parce qu'ils vont utiliser certaines parcelles forestières pour faire de la culture sur brûlis, hein, c'est-à-dire ils vont mettre à feu une petite parcelle et puis sur les cendres, et bien, qui sont un bon engrais, ils vont pouvoir cultiver une parcelle de terre en forêt et puis ils s'en servent surtout pour le pâturage, hein, c'est-à-dire que la forêt elle va fournir des ressources pour le bétail et pour donc l'activité d'élevage qui est une activité importante. Au total, c'est sans doute entre 30 et 50% des ressources économiques des ruraux qui dépendent de la forêt, hein, donc c'est considérable. Ces ressources vont être considérablement amoindries, disputées avec la mise en place d'une administration forestière à la période coloniale. En gros, on parle ici de spoliation. C'est ce qui pousse les gens vers le banditisme ? C'est effectivement, je pense, la toile de fond du banditisme. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de très forte compétition pour des ressources qui ont été amoindries. Ça engendre un certain nombre de tensions. Pour revenir sur les forêts, par exemple, la mise en place d'un code forestier en Algérie qui est calqué tout simplement. Disons que le code forestier métropolitain s'applique tel quel à l'Algérie avec quelques modifications au tout début du XXe siècle, mais qui sont mineures. L'application du code forestier par une administration forestière qui se met progressivement en place à partir des années 70, encore une fois, hein, après l'insurrection de 71 en particulier, ça suscite une conflictualité forestière qui est très forte. Un éleveur qui va recevoir une amende parce qu'il a fait paître son troupeau en forêt, de mémoire, avoir fait paître une chèvre ou un mouton, c'est quelque chose comme 1,50 franc ou 2 francs par tête. Bon, si vous êtes en train de conduire un troupeau de 100 bêtes, et parfois ça peut être beaucoup plus, faites le calcul, hein, ça fait 200 francs par minimum pour un troupeau de 100 têtes. 200 francs, c'est un hectare. C'est un bel hectare. C'est un hectare de terre qui est en bon rendement, qui est bien situé, etc. Hein, c'est un peu plus qu'un hectare en réalité, sans doute. Donc ça veut dire la ruine, tout simplement. Si tu dois payer 150, 200 francs pour avoir fait paître ton troupeau, ça veut dire que en fait tu vas être ruiné. Donc forcément, il y a un ressentiment très fort et une conflictualité très forte avec l'administration forestière et qui peut aller jusqu'à
un affrontement et jusqu'au banditisme. C'est pas rare de voir, en fait, dans les parcours des bandits que j'ai étudiés, une condamnation initiale qui est liée à un délit forestier. C'est pas la seule situation, la seule configuration possible, mais c'en est une qui est importante. Bon, je suis sûr que pour tous ceux qui nous écoutent, ils sont impatients de savoir qui étaient ces bandits, comment est-ce qu'ils opéraient, etc. Mais ces périodes de banditisme, il y en a eu qui ont été plus intenses que d'autres? Oui. Alors comme je le disais tout à l'heure, je pense que le banditisme, souvent, on le voit apparaître dans les sources au moment de la colonisation. Enfin, au moment où il va y avoir une emprise coloniale sur le foncier, où il va y avoir une installation de village de colonisation, en fait, pour le dire plus simplement. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas auparavant, mais ça veut dire que ça prend une signification particulière à ce moment-là, parce que le banditisme va se heurter à une présence coloniale et à une autorité coloniale. Bon. Donc, on a une chronologie qui va suivre, grosso modo, la chronologie de la colonisation, c'est-à-dire les années 60 pour l'Oranie, les années 90 pour la Kabylie, parce que c'est surtout à partir de ce moment-là, en fait, que les villages de colonisation qui ont été projetés par l'autorité coloniale à partir de l'insurrection de 1871 sont effectivement mis en place, hein, parce que si la répression elle est prononcée au lendemain de l'insurrection, la mise en place de villages de colonisation, ça demande du temps et ça s'étale parfois sur 2 décennies. Donc 1890 en Kabylie, et puis encore un peu plus tard dans l'Aurès, ça va être les années 1900, voire la Première Guerre mondiale, où ce phénomène peut prendre une importance particulière. Et de manière générale, la Première Guerre mondiale, c'est un moment d'acmé du banditisme, parce que aux questions coloniales au sens foncier du terme, forestier, s'ajoute le refus de la mobilisation et ça va être un puissant moteur d'entrée en banditisme. Alors, je pense que pour les gens, bandits ou les groupes de bandits, ça nous paraît un petit peu flou. Moi, quand tu me dis bandits, ça m'évoque le Far West ou Alibaba et les 40 voleurs, tu vois. Du coup, les bandits algériens, c'était des gens qui étaient plutôt solitaires, c'était des gens qui opéraient en groupe. Si oui, ils étaient combien? Alors ce sont des petits groupes, la plupart du temps, de quelques unités, de quelques individus. Les bandes les plus importantes, mais c'est sur des opérations ponctuelles, souvent en fait quand il y a plusieurs bandes qui vont s'allier en quelque sorte pour des opérations particulières. Peut-être qu'une des plus importantes, c'est une soixantaine de personnes. C'est en Kabylie dans les années 1890. Après, il y a la Première Guerre mondiale, mais qui est un peu particulière parce qu'on a des individus qui... disons qu'il y a une frontière qui est poreuse et on n'a pas forcément besoin de la délimiter avec précision, mais entre le fait de refuser la mobilisation, donc de fuir l'autorité militaire qui cherche à organiser, à incorporer les soldats à son armée, et le fait de perpétrer d'autres actes répréhensibles par la loi. Et donc pendant la Première Guerre mondiale, il y a un peu un entremêlement de ces deux formes de refus de l'autorité. Et donc, il y a sans doute des bandes qui sont encore un peu plus importantes, peut-être quelques centaines parfois, mais qui sont pas forcément structurées en tant que telles comme des bandes. Donc, la plupart du temps, effectivement, c'est quelques individus, moins d'une dizaine, qui vont s'organiser ensemble. Et alors, c'est des bandes qui durent ou alors c'est juste des compositions éphémères Alors, celles que je vois plus forcément par la force des choses, c'est celles qui durent plus parce qu'elles produisent plus de sources. Donc là, il y a un biais pour l'historien qui est qu'effectivement une bande qui va disparaître au bout de quelques jours, elle laissera moins de traces que celle qui va durer quelques années. Donc forcément, moi, celles que j'observe, ce sont des bandes qui durent relativement longtemps. Si je pense à Bouziane El Kalaï, par exemple, dans l'Oranie, de mémoire, c'est 7 ou 8 ans, c'est ça, fin des années 60 jusqu'à 76. La bande d'Aresri El-Bachir et des frères Abdoun, ça va être 4-5 ans aussi. Et puis un autre, pour citer les bandits les plus célèbres, Messaoud Ouzelmat, ça va être aussi 4 ans. Donc on est quand même sur des durées relativement importantes. Oui. Alors c'était qui ces bandits? Est-ce qu'ils venaient d'horizons particuliers ou est-ce qu'il y avait une certaine mixité? Ouais, un
peu des deux, j'ai envie de dire. Alors la majorité sont à l'image de la société algérienne, hein, ce sont des ruraux, ce sont des paysans, et souvent des paysans pauvres, hein, parce que dans certains documents, hein, notamment dans les documents qui sont présents dans les fonds de recours en grâce que je t'évoquais tout à l'heure. On a la mention de la profession et puis on a parfois des indications sur les ressources économiques dont ils disposent. Donc on peut évaluer à peu près dans quelle strate de la société rurale ils se trouvent. Et pour la majorité d'entre eux, ce sont des paysans pauvres, hein. Dans leur grande majorité, je crois que j'ai autour de 80% qui sont soit des journaliers, soit des petits paysans. Oui, ce qui est logique, hein, parce que quand t'es pauvre, t'as rien à perdre, donc t'as moins à perdre. Ouais, il y a de ça, effectivement. Après, il y en a qui ont tout perdu aussi, qui pouvaient avoir des positions plus favorables dans la société. Il y a des lettrés, par exemple, hein. J'ai quelques membres de bande qui peuvent être des talebs, c'est-à-dire des étudiants en école coranique. J'en ai qui peuvent venir de familles d'anciens caïds déchus, c'est-à-dire qui ont été limogés par l'administration militaire et qui aussi, d'un certain côté, n'ont plus rien à perdre parce qu'ils ont perdu une place assez enviable, en tout cas économiquement parlant, hein, dans l'administration coloniale. Et donc on a une majorité qui est issue de la paysannerie pauvre et puis quelques-uns qui peuvent faire partie en revanche des élites rurales ou de petites villes. Il y a Drogo dans le chat qui nous pose une question et qui nous demande, mais du coup, est-ce qu'il pratiquait le banditisme en gros en full-time job ou est-ce qu'il continuait à côté à travailler la terre? C'est une très bonne question et effectivement, j'ai des cas et c'est ce qui montre qu'on n'est pas en présence de marginaux, si tu veux. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma thèse. Il y a des expressions qui nous induisent en erreur, qu'on trouve dans les sources ou même, quelles que soient les sources, hein, y compris dans les sources en langue vernaculaire, comme des expressions comme prendre la forêt. Alors, un petit peu plus tard, on pourrait dire prendre le maquis, hein, mais à la période que j'étudie, on dit prendre la forêt. Ça induit un peu en erreur parce qu'on a l'impression que du coup, ce sont des populations qui vivent en marge, qui vivent dans les forêts. Et c'est Robin des Bois avec Kevin Costner. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. C'est cet imaginaire-là qui est mobilisé. Alors qu'en réalité, c'est des populations qui restent très intégrées à la vie économique, sociale aussi, de leur territoire d'origine. En réalité, ils prennent la forêt qu'à un moment précis, hein, la plupart du temps, c'est quand les autorités coloniales arrivent sur le territoire. Mais il n'y a pas forcément cette présence des gendarmes, la police c'est plutôt dans les villes, donc dans les campagnes on trouvera plutôt des gendarmes. Il n'y a pas cette présence quotidienne des gendarmes ou des militaires sur l'ensemble d'un territoire rural. Donc la plupart du temps, en réalité, ils continuent effectivement à vivre leur vie, alors d'une manière un peu différente évidemment, mais ils continuent à cultiver leurs terres ou à les faire cultiver par des parents. Enfin, ils restent en lien effectivement avec la vie des villages. Hein. Ils en sont même parfois au centre. Il y a presque un côté de contre-autorité que certains finissent par former parce qu'ils ont des armes déjà d'une part et qu'ils sont davantage présents sur le territoire que ne le sont les autorités coloniales elles-mêmes. Il faut bien se rendre compte que l'administration d'une commune mixte, qui est un type de commune où l'administrateur est nommé par le préfet, on n'est pas dans le cadre d'une commune avec un conseil municipal élu, ce sont le type de commune qu'on trouve sur le territoire rural algérien. L'administrateur d'une commune, il est à la tête parfois d'un petit département comme l'équivalent de la Seine-Saint-Denis en termes de superficie. Donc c'est considérable et il a pour surveiller ce territoire quelques cavaliers, quelques auxiliaires, mais c'est peu de choses pour surveiller un territoire. Il dépend donc d'intermédiaires coloniaux qui peuvent être un peu entre le marteau et l'enclume parce que les bandits le connaissent, ils sont sur son territoire, etc. Et donc il y en a qui jouent un double jeu et qui confèrent par conséquent une autorité politique particulière aux bandits sur leur territoire. On a Penguin qui surenchérit avec une autre question et qui nous demande si on a des exemples de femmes bandits. Alors d'un certain côté, j'aurais bien aimé parce qu'il y a un des livres
qui m'a beaucoup plu, enfin, qui m'a beaucoup inspiré au cours de ma thèse, que je lis au début de ma thèse, s'appelle Phoolan Devi, Reine des bandits. Je ne sais pas si ça te parle. En tout cas, c'est un des ouvrages que je conseillerais sur une figure féminine du banditisme. Mais on n'est pas du tout dans le même contexte, hein. On est dans l'Inde des années 80. Et on est vraiment dans la figure vengeresse. Voilà, c'est un Robin des Bois au féminin, mais c'est un récit autobiographique. Disons que ce sont deux journalistes, je crois d'ailleurs, de métier, je sais plus, qui ont retranscrit une partie des bandes son que cette femme bandit a pu enregistrer. Et donc, c'est un récit à la première personne de cette femme bandit dans l'Inde des années 80. Et j'aurais bien aimé découvrir ce genre de personnage, et puis surtout ce type de source. Mais c'est pas le cas. Les bandits que j'étudie sont tous des hommes. Mais les femmes jouent un rôle dans le banditisme qui est important quand même. J'en ai une quand même qui est sur le banc des accusés sur un procès en particulier, mais elle l'est en tant que receleuse. C'est-à-dire qu'elle a réceptionné des biens de valeurs que les bandits ont pu voler, s'approprier, et puis elle va chercher à les revendre, etc. Donc c'est à ce titre-là qu'elle est accusée. Et effectivement, c'est souvent dans ce type de rôle qu'on peut trouver la trace des femmes. C'est en fait dans un rôle de soutien logistique, d'information, de tambouille interne qui vont être des éléments indispensables de la vie des bandits. Pas de bandits sans soutien, hein. C'est pas possible de vivre dans la forêt justement sans avoir un soutien des villages alentours. Et c'est dans ce soutien que les femmes vont jouer un rôle important. Alors, on parle des bandits, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'ils font, les bandits, pour être hors la loi ? Alors déjà, en fait, ils doivent survivre. Alors, les bandits que j'étudie sont des individus qui ont subi une première condamnation, une condamnation initiale, qu'ils refusent, donc ils sont contumaces, et par conséquent, ils vivent en dehors de la loi. Bon. Pour vivre en dehors de la loi, faut déjà commencer par survivre et par conséquent à se procurer des biens, à se procurer des valeurs, à se procurer à manger, mais aussi à se procurer de l'argent. Et par conséquent, il y a une première forme d'activité qui est une forme de banditisme un peu de survie, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à des commerçants, à des marchands sur les routes de marché. Alors parfois ça peut être évidemment des marchands fortunés, hein, si possible. Ça permet de faire un bon coup entre guillemets. Ça c'est la première forme un peu économique qu'on peut observer dans les activités des bandits, qui concerne du coup aussi des individus, des victimes de ces actes qui vont être des Algériens. C'est pas forcément des Européens. Il y a des Européens aussi qui peuvent être attaqués sur des routes de marché, mais ça peut être sans majorité des Algériens. Les Européens qui sont attaqués, ça peut plutôt être dans des fermes où on sait que tel agriculteur, il a un petit pactole, une épargne qu'il cache à tel endroit et donc on va attaquer sa ferme pour récupérer ce numéraire. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une forme d'activité économique. Et puis il y a une autre dimension aussi dans les actes des bandits qui s'attaquent plus directement à l'administration. Par la force des choses, c'est-à-dire qu'un individu qui est contumace, de toute façon, il est recherché par les autorités, et même s'il a une stratégie d'évitement, la stratégie d'évitement, elle a ses limites, et il y a des moments où il va y avoir des affrontements. Bon. Et donc ça, c'est un peu la deuxième catégorie de cibles dans les actes des bandits qui sont condamnés ensuite en cour d'assises ou en conseil de guerre. Ce sont les actes qui visent des représentants de l'administration coloniale, soit européens, soit algériens aussi, hein, c'est pareil, il peut y avoir des caïds, des adjoints indigènes, il peut y avoir des percepteurs d'impôts, il peut y avoir, etc. Ils arrivent quand même à trouver du soutien parmi la population, malgré le fait qu'ils s'en prennent majoritairement à des Algériens ? Oui, parce qu'en fait, on est dans une société qui est coloniale, mais on est dans une société qui est aussi rurale.
Et par conséquent, il existe parfois des inimitiés entre des familles. Alors, ça peut être évidemment dans un contexte colonial, des inimitiés qui vont porter sur des questions de délimitation de terrain, d'appropriation, de vol de bétail, des choses comme ça. Donc, dans un contexte de raréfaction des ressources, qui est évidemment une toile de fond coloniale importante. Mais c'est une société rurale malgré tout. Par conséquent, il peut y avoir des camps au sein de villages ou entre villages différents où un village va soutenir et l'autre aura la réputation de ne pas soutenir. Et puis les bandits, quand ils attaquent un marchand fortuné ou en tout cas un marchand qui vient de vendre une partie importante de sa marchandise sur la route du marché, de retour du marché, un bandit il va redistribuer parce que c'est pas forcément qu'il est philanthrope, encore une fois, mais c'est que ça fait partie des conditions de sa survie. Il faut qu'il ait du soutien. Il n'y a pas de soutien, mais quels que soient les pays du monde et quelles que soient les périodes, il n'y a pas de soutien à des bandits ou à des maquis, quels qu'ils soient, s'il n'y a pas une sorte de mécanisme de don et contre-don. C'est-à-dire qu'il faut que chacun y trouve un peu son compte. Et c'est ce qui explique, c'est la condition de la longévité, des bandes. Et ça, c'est une stratégie qui est mise en place tout le temps. Il y a différentes stratégies de survie de ces groupes de bandits. Oui, alors là, j'évoque effectivement la question du soutien, du don, du contre-don. À l'évidence, il y a aussi le recours à la violence pour décourager les délateurs potentiels. Parce que du côté de l'administration coloniale, c'est l'inverse. On va chercher à tenter l'informateur. Donc il y a des primes de capture qui sont proposées, soit des primes de capture, soit plus simplement des primes de dénonciation, c'est-à-dire l'information qui va permettre de capturé peut être rémunéré et ça peut être des sommes conséquentes. Ça atteint de mémoire à la fin de la période. Au début de la période, c'est quelques centaines de francs, mais encore une fois, quelques centaines de francs, c'est plusieurs hectares de terre, c'est pas rien. Et à la fin de la période, ça peut être plusieurs milliers de francs sur des bandes qui sont particulièrement recherchées. Donc là, c'est une situation, une rente pour peut-être pas le restant de ses jours, mais en tout cas, ça vous met à l'abri du besoin. Et donc, pour faire face à cette tentation de la délation, de la dénonciation, on a des informateurs qui font partie aussi des gens qui sont considérés comme informateurs, qui ont la réputation d'avoir dénoncé, d'avoir donné telle information, qui vont être assassinés. Donc ça, c'est une partie aussi de la logique de survie, avoir du soutien et puis réprimer ceux qui sont tentés de dénoncer. Ouais, on est dans un système en fait mafieux mais moins hiérarchisé que la mafia italienne, quoi. Ouais, effectivement, il y a une logique aussi il y a une logique de pérennité d'un groupe qui est hors la loi, qui amène un peu mécaniquement en fait à jouer sur ces deux tableaux. Ouais. Alors tout à l'heure on est revenu sur cette colonisation à la fois foncière de l'Algérie mais aussi de la gestion des forêts. Comment est-ce que les bandes vont réagir à ça ? C'est visible là aussi. Disons que dans les actes qui sont commis par les bandits, il y a une référence à ces problèmes fonciers ou à ces problèmes forestiers. Et je te donnerai deux exemples. Le premier qui est assez spectaculaire, je trouve même qu'il a un côté un peu cinématographique, c'est un bandit qui s'appelle Benzelmat, ou Xelmat dans l'Orest, qui à la fin des années 10, au début des années 20, intervient sur une question foncière directement. C'est un bandit qui a émergé au cours de l'insurrection de l'Orest en 1916, donc l'insurrection dont je parlais tout à l'heure, qui est lié au refus de la mobilisation et qui, à la fin de l'insurrection, reste hors la loi en fait, parce qu'il est recherché pour les actes. Et puis son frère, par ailleurs, était quelqu'un qui a refusé la conscription, donc ils sont tous les deux recherchés. Son frère est assassiné, tué plus rapidement par l'armée, mais lui va perdurer quelques années. Et Messaoud Ouzzelmat, il va se mêler de questions foncières à la fin de la Première Guerre mondiale, avec un cas particulièrement intéressant qui est la vente, en tout cas la volonté de vendre de moines qui sont les Pères Blancs, qui sont un ordre, une congrégation qui est installée en Algérie depuis 1868. C'est un ordre qui est créé en 1868. Et les Pères Blancs de l'Aurès, pas loin de Batna de mémoire,
eh bien, veulent vendre une partie de leur terre à un colon. Bon. Il faut croire que pour les populations rurales algériennes aux alentours, il y avait une sorte de tolérance d'usage d'une partie des terres des Pères blancs. Quoi qu'il en soit, la population rurale voit d'un très mauvais œil le fait que les Pères blancs cèdent une partie de leurs terres à un colon qui en fera un usage différent. Ils craignent une concentration des terres, ils craignent une confiscation de leurs terres dans un second temps. Quoi qu'il en soit, ils s'y opposent. Et là, il y a une scène qui est intéressante, qui est que Ouzelmat se rend dans la station, hein, c'est-à-dire le monastère des Pères blancs. Et puis, il leur dit, en substance, si vous vendez ces terres aux colons un tel, cette histoire terminera mal. Et là, d'après le récit qu'en font les Pères blancs dans leur d'hier, c'est-à-dire leur récit quotidien de ce qui se passe dans leur station, eh bien, il ouvre son manteau. Et son manteau est manifestement, dans la description, bardé d'armes, de pistolets, de sabres, etc. C'est Desperado, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté vraiment cinématographique dans cette scène qui est telle qu'elle est décrite par les Pères blancs. Hein. Et donc là, on a quelqu'un qui se mêle d'une question foncière et qui dit ça se passera pas comme ça. Et ces terres, eh bien, il faut que les ruraux puissent en garder l'usage d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on devine comme texte sous-jacent. Et puis, autre exemple plus brièvement, hein, mais les gardes forestiers sont très régulièrement visés par les bandits. Et d'ailleurs, le début de l'insurrection de 1916, dont le leader, j'ai oublié de le préciser, est un bandit, hein, Mohamed Ben Noui. Au début de l'insurrection de 1916, il y a 3 victimes européennes. Il y a un administrateur de commune mixte, un sous-préfet et un garde forestier, parmi les 3 victimes du début de l'insurrection. Et il y a une dimension de la conflictualité forestière qu'il faut effectivement souligner et qui est visible dans les actes des bandits par la suite. Et qu'est-ce qu'ils vont gagner à attaquer directement un garde forestier ? Je pense qu'il y a un côté vengeance. Hein, quand on a été ruiné par un procès verbal, quand on s'est retrouvé emprisonné parce qu'on ne peut pas payer cette somme et que du coup on est contraint de travailler pour le compte du garde forestier pendant X jours, évidemment il y a une dimension de revanche. Et parfois d'ailleurs en obtenant gain de cause, hein, c'est-à-dire que faut aussi se représenter ce que ça signifie, cette activité de garde forestier au 19e, au début du 20e siècle. On est dans une maison forestière, seul, parfois à plusieurs heures, enfin toujours à plusieurs heures, voire parfois davantage, de marche d'un autre centre de pouvoir européen, et par conséquent le rapport de force il est pas évident, hein, parce que on peut se faire attaquer, on peut voilà, et il y a régulièrement, alors je crois qu'avant 14, j'ai calculé, tous les 2 ans, il y a un assassinat de garde forestier en Algérie. On n'a pas la même chose en France métropolitaine à l'époque. Il y a des meurtres de garde forestier en France, mais à une période plus antérieure, au début du 19e, milieu du 19e. Et pendant la Première Guerre mondiale, ça explose. On en a plusieurs chaque année. Donc pour les gardes forestiers, évidemment. Du coup, ils réfléchissent à 2 fois avant de verbaliser. Et j'ai des dossiers de carrière. Ça, c'est un collègue, Jonas Matron, qui est en train de faire une thèse dessus et qui, à mon avis, va évidemment apporter du nouveau sur ce dossier dans les mois, dans les années à venir. Il y a des dossiers de carrière dans lesquels on voit qu'il y a des gardes forestiers qui ne font plus leur travail. C'est-à-dire que par an, ils vont délivrer 2-3 procès-verbaux, point barre. Et leur administration s'en plaint. Ils disent non, mais lui, il est dilettant, il bosse pas assez, c'est un paresseux, etc. Mais en fait, ce qu'on devine par derrière, c'est qu'il y a un rapport de force qui leur est défavorable. D'ailleurs, Terezano, qui est donc le garde forestier qui est assassiné en 1916, c'est ça au début de son dossier de carrière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années au cours duquel il fait pas de procès-verbaux. Ou si peu, il en fait quelques-uns dans l'année, mais très peu. Et à partir d'un moment, il y a une sanction de son administration, de sa hiérarchie, et là, il se met effectivement à sanctionner et à être un garde forestier qui a la réputation d'être particulièrement rigoureux dans l'application du garde forestier. Par ailleurs, il est corruptible aussi parce qu'il fait il demande un travail auprès des populations algériennes qu'il n'est pas censé leur demander. Mais on a comme ça des individus qui, à un moment donné, vont
vont changer et qui manifestent bien un petit peu leur situation, c'est-à-dire d'être entre le marteau de la hiérarchie et puis l'enclume d'une société rurale qui les voit d'un mauvais œil parce que, parce que cette autorité eh bien, réduit l'accès aux ressources forestières. Et alors, bon, globalement, tu nous as dit que ces bandes, elles avaient des soutiens, mais globalement, comment est perçu le banditisme en Algérie? Est-ce qu'il y a une différence entre la perception rurale et la perception urbaine aussi, parce que peut-être que ça génère des fantasmes dans les villes. Ouais, bonne question. Alors, en fait, les sources, disons, urbaines que j'ai pu consulter, on sera plus dans des sources de production européenne, c'est-à-dire dans la presse régionale, dans la presse quotidienne. C'est une source importante aussi quand on travaille sur l'Algérie parce que chaque petite ville a un quotidien. Les Européens d'Algérie sont des férus de lecture de quotidien. Et donc, on a une presse quotidienne un peu partout. Alors, elle est plus ou moins bien conservée en fonction du nombre de tirages, de titres, de l'importance des journaux de l'époque, etc. Mais ça constitue une source importante. Et on a ce que j'observe dans ce type de source, donc un peu donc particulière, avec un biais évident, c'est qu'on est très, très généralement dans l'ordre de la condamnation, évidemment, et de la peur, de l'angoisse coloniale sur des bandes qui sèment la terreur et le désordre partout sur le territoire. Mais il y a quelques bandes qui bénéficient de préjugés favorables, en particulier des bandes kabyles, parce qu'on est aussi dans un mythe, le mythe kabyle de population qui serait dans la perception coloniale, hein, évidemment, des populations kabyles qui seraient d'origine différente, qui seraient peut-être d'origine européenne, qui seraient du coup plus proches de la population coloniale. Et on a des récits de journalistes qui sont parfois admirateurs des hauts faits de bandes comme celle d'Areski El-Bachir ou des frères Abdoun, qui sont des bandes importantes du début des années 1890 en Kabylie. Mais c'est une exception. Hein, je le trouve pas sur d'autres bandes où c'est la condamnation ferme qui domine. Justement, parle-nous un petit peu du cas des frères Abdoun. Ouais, bah le cas des frères Abdoun, effectivement, c'est quelque chose qui est c'est des parcours assez exceptionnels dans le 19e siècle qui sont enfin, où la réalité dépasse la fiction d'un certain côté. Les frères Abdoun, initialement, ils viennent d'une famille de caïds, hein, justement. C'est-à-dire, en fait, ce sont des notables, ce sont des grandes familles, ils font partie d'une élite rurale, à la fois parce qu'ils ont une ascendance dite maraboutique, c'est-à-dire qu'ils ont un certain prestige associé à une fonction religieuse, et puis ils ont des terres aussi, hein, donc ils ont un prestige économique. Et leur famille compte des caïds, hein, c'est-à-dire des adjoints indigènes de l'administrateur. Et après l'insurrection de 1871, on assiste à une vague de licenciements, de limogeage des caïds sur les territoires qui ont participé à l'insurrection. Et la famille Abdoun, elle en fait aussi les frais, donc ces caïds-là sont éjectés. Et c'est une autre famille, c'est la famille Achabou de mémoire qui prend le relais de l'administration coloniale au poste de caïd. Évidemment, ça suscite des rivalités entre ces familles, hein, les Abdoun et les Achabou. Et puis en 1884, le caïd Achabou est tué. Alors, le dossier de l'instruction judiciaire est faible, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve tangible que les Abdoun sont responsables ou ont commis cet assassinat. Mais disons que le magistrat, puisqu'il arrive à répondre à qui profite le crime, à cette question-là, ça profite à qui? Ça profite à la famille qui a été destituée. En tout cas, c'est une vengeance qui est compréhensible. Et bien, du coup, ça vaut condamnation. Hein, et c'est cette famille, enfin les deux frères Abdoun, Ahmed et Saïd Abdoun et puis Mohamed Abdoun, vont être condamnés à mort. Et cette peine va être commuée en peine de travaux forcés à perpétuité. Donc, ils sont envoyés à l'époque, c'est à Guyane, donc ils sont envoyés en Guyane. Et là où le parcours un peu rocambolesque commence, c'est que les deux parviennent à s'évader. Pas en même temps, d'ailleurs, ils s'évadent à 1 an d'intervalle. Et ils n'ont pas le même parcours d'évasion. Il y en a un qui passe par Panama, il y en a l'autre qui passe par le Brésil. Donc, il y en a un, il va collecter du caoutchouc. C'est la période où on va collecter du caoutchouc sur les arbres qui s'appellent les EVA. Donc, il est seringueiros, c'est-à-dire collecteur de caoutchouc. Il va
amasser une petite épargne, et puis de là, il va réussir à rentrer en Europe par étapes, d'abord en Espagne, puis ensuite en France, en Algérie, pardon. J'en ai un autre qui arrive en France, je m'en mêle, c'est Ali Oubata, qui a un autre parcours un peu rocambolesque. Puis le frère, il va creuser le canal du Panama à l'époque, et puis pareil, il amasse un petit pactole, enfin en tout cas une épargne suffisante, et puis pareil, il arrive à retourner en Kabylie. Là, à ce moment-là, ils vivent vraisemblablement quelques mois, voire quelques années, sans être dénoncés. Hein. Et puis vient une dénonciation de leur présence d'évadés du bagne sur le territoire. Et c'est à ce moment-là que ils deviennent bandits en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de fuir l'autorité coloniale et qui constituent une bande à la fin des années 80, début des années 90. Et là, c'est une des bandes les plus célèbres. Il y a tout un tas de récits. Même aujourd'hui, il y a des associations mémorielles en Kabylie sur Areski el-Bachir et sur les frères Abdoun. Ils vont être un peu perçus et décrits à l'époque par les contemporains comme des sortes de Robin des Bois. En tout cas, on l'a sous la plume de certains journalistes européens. Et puis, on a des poèmes, on a des chants. Et puis même aujourd'hui, il y a des chansons qui ont été écrites plus récemment en leur honneur. Leur trajectoire se finit mal, en tout cas pour l'un d'entre eux, puisque sans spoiler alert, ils vont être finalement arrêtés en 93. Jugés 94, pardon, ils sont arrêtés en 94, ils sont jugés en 95 et condamnés à mort, et puis le 14 mai 1894, ils sont effectivement, l'un des deux frères est effectivement exécuté. L'autre, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il parvient à échapper aux mailles du filet de la répression militaire, parce que c'est une campagne militaire d'envergure hein, pour mettre fin à cette bande. Et il arrive à s'évader en Tripolitaine, c'est-à-dire la Libye. Et là, en Libye, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais pareil, il est dénoncé et il est livré aux autorités, etc. Bon. Donc, il passe par Marseille, parce que il fait Tripoli, Marseille, Alger. Alger, il est jugé en cour d'assises, et puis de nouveau condamné à mort, mais peine commuée en peine de travaux forcés à perpétuité. Au retour à la case Guyane. Oh la vache, ouais. Ouais, c'est assez fou. Et là, il arrive, et c'est la dernière trace que j'ai de lui, après j'ai plus de traces, mais il arrive une dernière fois à s'évader. En 1903, 1905, je sais plus. Et là, on perd sa trace. Donc je sais pas s'il parvient effectivement à se faire la malle aussi et qui construit sa vie quelque part, on peut l'imaginer. Le plus probable, c'est sans doute que les évasions sont relativement fréquentes dans le bagne de Guyane. Les évasions réussies beaucoup moins parce que c'est un petit peu comme ce que dit Trump à propos de son camp de migrants en situation illégale ou non d'ailleurs qu'il a envie d'expulser au milieu de la Floride là. La situation du bagne en Guyane, c'est un petit peu la même chose. Hein. Vous êtes plongé au milieu de la forêt amazonienne et donc vous pouvez vous évader si vous voulez. Maintenant, il faut quand même réussir à traverser cette forêt et c'est pas facile. Hein. Donc ça fait aussi partie du système défensif. Donc je sais qu'il arrive à s'évader, mais j'ai pas de trace ensuite de son parcours. Donc je sais pas s'il arrive effectivement à arriver quelque part. Et avec leur bande, qu'est-ce qu'ils ont pu commettre comme méfait ? Et eux, quand ils reviennent en Algérie coloniale, le premier acte par lequel ils se manifestent, c'est donc suite à la dénonciation de leur présence, c'est d'assassiner le témoin qui a motivé leur condamnation en 1884. Et ils sont à proximité immédiate d'un marché. Ils sont sur une route de marché, mais à quelques centaines de mètres. Donc il y a du monde autour. Et ils se saisissent de l'individu, ils le tuent et ils prononcent un discours en disant, en tout cas c'est les retranscriptions dont on dispose, donc sur information d'un adjoint indigène de l'époque. Vous qui faites de faux témoignages, regardez et voyez ce qui vous arrivera. Et donc il montre le corps de l'informateur, du témoin qu'ils ont assassiné à l'instant. Donc il y a vraiment une prise à partie en fait de l'autorité coloniale pour dire
que cette autorité judiciaire, cette autorité qui condamne, on la conteste et on constitue de fait une autorité concurrente, puisqu'on peut rendre un verdict en quelque sorte. Il y a presque une dimension de justice expéditive dans leur acte, mais de rendre justice quand même. Alors, l'administration coloniale, justement, elle prend à cœur ce problème du banditisme, ou elle se dit que c'est qu'un épiphénomène. À quel point c'est répandu? Ça fait partie de leur... on le lit sous la plume des administrateurs, sous la plume des sous-préfets. Ces bandes, c'est un ferment de désordre, mais ça peut même être le ferment d'une insurrection. Il y a une inquiétude qui est très forte, qui est partagée par les administrateurs, jusqu'aux hommes forts de l'Algérie. Quelqu'un comme comment il s'appelle, c'est l'homme fort du département d'Oran, qui a été ministre, sous-secrétaire d'État aux colonies dans les années 90. C'est un homme du lobby colonial. Son nom m'échappe. C'est le député d'Oran pendant des années et des années. Et il s'inquiète du banditisme dans son département, en Algérie de manière générale. J'ai un sous-préfet, par exemple, à Tizi Ouzou, qui écrit au gouverneur général de l'Algérie à propos des bandes d'Aresri El-Bachir et des frères Hadoun dont je viens de parler. Il y a là un petit ferment d'insurrection il y a là un petit foyer d'insurrection, qu'il convient d'éteindre au plus vite. Donc c'est de cette façon-là que c'est perçu, c'est-à-dire comme un foyer d'insurrection potentielle et donc potentiellement de remise en cause de la pérennité de la domination coloniale. Il y a une inquiétude qui est forte. Oui. Et donc il y a un appareil qui est mis en place pour lutter contre ce banditisme. Alors on l'a évoqué ces dernières minutes au gré de différentes anecdotes, mais est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça? Ça commence par quoi avant la répression armée? Il y a ce dispositif du coup de délation et de prime? Ouais, en fait, alors il y a déjà une administration de communes mixtes. L'administrateur va chercher à gérer son territoire, il va chercher à arrêter des fauteurs de troubles, etc. Et donc pour ça, il va s'appuyer sur des caïds ou des adjoints indigènes, c'est la même fonction qui change de nom au cours de la période, qui sont censés lui fournir les renseignements qui vont lui permettre de les arrêter à l'aide de ces auxiliaires, de ces cavaliers par exemple, qui doivent assurer le maintien de l'ordre. Ça c'est le premier niveau, mais qui est un niveau qui est souvent dysfonctionnel parce qu'on a des adjoints indigènes qui peuvent pour différentes raisons hésiter, soit parce qu'ils soutiennent, soit parce qu'ils ont peur d'être victimes d'un acte de vengeance, et qui par conséquent vont pas jouer le jeu de l'administration coloniale. Donc très régulièrement, quand il y a des bandes, il y a des caïds qui sautent entre guillemets, c'est-à-dire qui sont remerciés de leur fonction parce qu'ils sont accusés de pas jouer le jeu de l'administration coloniale et jouer le jeu de la dénonciation. Ça c'est assez fréquent, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, on peut avoir la proposition de primes de dénonciation, primes de capture. Simultanément, des décisions d'internement peuvent être proposées par un administrateur de commune mixte, validées par un conseil supérieur du gouvernement général. Qu'est-ce que c'est l'internement? C'est une mesure qui va viser, par exemple, ici, dans le cas du banditisme, des proches du bandit, souvent les membres de sa famille, qui vont être internés dans un lieu distinct de leur lieu de résidence, éloigné parfois de plusieurs centaines de kilomètres, contraints de travailler pour un fermier, par exemple, pour un grand propriétaire terrien ou pour une mine. J'ai un cas particulier qui m'a intéressé à ce niveau-là. De façon à ce que le bandit ne dispose plus du soutien familial, parce que toute sa famille va être déplacée, internée ailleurs. C'est des nombres importants. Par exemple, pour parler de la famille Abdoun, c'est 47 personnes qui sont internées à plusieurs centaines de kilomètres de la Kabylie, à l'est, pas loin de la frontière de la Tunisie. Ah oui, donc ça demande quand même une logistique hyper importante en fait. Ouais, ça demande une logistique importante. Ils sont ensuite contraints de travailler dans la mine d'Aïn Mokra, sur laquelle je travaille maintenant. Et ils sont censés, alors en droit, ils sont censés être rémunérés 75 centimes de francs par jour, c'est-à-dire la moitié du salaire agricole, d'un salaire agricole bas, la moitié du salaire d'un journalier agricole de l'époque. En réalité, dans les pétitions que j'ai pu lire, qu'ils adressent aux autorités
préfectorales ou gouvernementales, enfin du gouvernement général. Ils se plaignent de n'être payés qu'une poignée de semoules par jour, c'est-à-dire même pas en numéraire, et ils vivent dans des conditions d'extrême précarité. Et d'ailleurs, sur les 47 de mémoire, en l'espace de quelques mois, 4 meurent de maladies liées à une sous-nutrition et une malnutrition. Là, c'est une vraie condamnation, là, non pas directement de l'individu responsable, mais de tout son entourage, pour en faire un exemple, quoi. Ouais. Et une ruine, parce que en fait, ça veut dire que on parle de paysans, hein, et leurs terres sont inexploitées, leur bétail est confisqué. C'est ça que ça veut dire aussi, hein, quand on est éloigné de plusieurs centaines de kilomètres de ces terres, c'est la ruine d'une exploitation agricole. Hein. Donc c'est une condamnation qu'on porte toute sa vie, même si elle est temporaire. Elle a des effets décisifs. Donc on a plusieurs niveaux donc de répression. Là, on est quand même sur un niveau qui est pas petit. C'est quoi le niveau d'après ? Le niveau d'après, c'est la répression militaire. Hein, c'est la mobilisation de l'armée pour quadriller un territoire avec une stratégie ou une tactique qui fait parfois penser en fait qui anticipe ce qui pourra se dérouler quelques décennies plus tard pendant la guerre d'indépendance, c'est-à-dire une stratégie de quadrillage du territoire, de ce qu'on appelle vivre sur les populations, c'est-à-dire le fait de rendre insupportable la présence militaire, à la fois par des fonctions économiques sur les ressources des ruraux, parce que quand on parle d'une mobilisation militaire, c'est des centaines de soldats qu'il faut nourrir tous les jours, et donc ça implique de prendre sur les ressources en céréales, en bétail, etc., des ruraux qui vivent sur place. Alors parfois il y a des dédommagements, mais bon, parfois il n'y en a pas. Donc ça pèse évidemment beaucoup sur les épaules des populations locales, et c'est destiné en fait à les contraindre à la dénonciation, à retirer leur soutien aux bandits, parce que cette présence militaire est tout simplement insupportable. Ça, j'en ai une trace intéressante, notamment dans les dières des pères blancs dont je parlais, puisqu'il y a un père blanc qui assiste au discours qui accompagne l'arrivée des troupes sur place lors d'une opération de répression militaire. Et ce que dit le militaire à l'adresse des ruraux, c'est tout simplement ça, c'est de dire, en fait, je sais que vous ne voulez pas dénoncer les bandits, je sais que vous les soutenez, mais on va tout faire pour que notre présence vous rende insupportable la traque de ces bandits. Et donc, on vit économiquement sur un territoire, ça signifie son appauvrissement matériel, tout simplement. Et puis, il y a aussi des violences qui sont liées tout simplement à toute occupation militaire, et notamment des violences faites aux femmes. On en a des traces dans des plaintes que des ruraux, parfois des notables qui se sentent peut-être plus à l'aise plus légitimes dans la pétition, mais c'est vraisemblablement des actes commis régulièrement qui dénoncent des violences faites aux femmes d'un village par des soldats. Donc voilà, ce moment un peu d'acmé de la répression, ça peut être la répression militaire. Alors ce type d'opération militaire qui effectivement doit être très compliqué à vivre pour les populations, est-ce qu'elles sont toujours un succès ? Pas toujours, non. Effectivement, parfois les opérations militaires sont des échecs. Pour la bande de Bouziane El Kalaï, par exemple, il y a deux campagnes de répression, oui c'est ça, 2 campagnes de répression militaire qui sont menées. La première parvient à disperser la bande, mais elle se reconstitue assez rapidement. Enfin, disons qu'on n'est pas loin de la frontière marocaine, et certains passent la frontière puis reviennent quelques mois plus tard. Pour la bande d'Areski El-Bachir, ça va être 3 opérations. Pendant la Première Guerre mondiale, on a un territoire dans les montagnes à côté d'Orléansville, de Chlef aujourd'hui, qui vont nécessiter à plusieurs reprises l'intervention de l'armée pour traquer les bandits, essentiellement des insoumis et des déserteurs. Donc c'est parfois un échec, et ça nécessite plusieurs opérations. Et évidemment, un échec, ça se paye politiquement, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, l'autorité coloniale, elle est faillible. Et sa répression militaire, elle peut être mise en échec par des bandits qui vont réussir à passer à travers les mailles du filet. Et ça, évidemment, c'est un encouragement à la révolte. Donc c'est la raison pour laquelle cette carte
de la répression militaire, elle n'est pas toujours mobilisée par les autorités coloniales parce qu'elle est risquée. Elle peut aussi se retourner contre elle. Et alors, tu disais que c'est plusieurs centaines de soldats qui peuvent être impliqués dans ces opérations militaires. Tu nous as dit aussi, plus tôt dans l'entretien, que les plus grosses bandes de bandits, c'était 60, 70 types. Et encore, c'est quand même des grosses bandes. Donc, cette opération militaire, c'est plus un jeu de cache-cache où on va essayer d'aller choper les gars un par un, ou est-ce qu'il y a des affrontements vraiment frontales? Non, il y a la stratégie qui est mise en place par les bandits, c'est une stratégie d'évitement, hein. Il y a un rapport de force numérique qui leur est pas favorable. Même la plus grosse bande là dont je te parle, d'une soixantaine de personnes, enfin qui sont en fait 3 bandes qui se mettent ensemble à un moment précis. En face, il y a une force militaire de plusieurs centaines de soldats. Alors de mémoire, c'est 700 soldats européens, plus des ruraux qui sont mobilisés dans le quadrillage du territoire. C'est-à-dire, il y a des points de surveillance qui quadrillent le territoire des bandits. Donc on parle de plus d'1 millier de personnes qui sont mobilisées contre ces 60 individus. Donc évidemment, la stratégie, ça va pas être l'affrontement à découvert. Ça va être la fuite. Alors parfois, quand on est pris au piège, on livre bataille, mais dans des conditions qui sont pas toujours favorables, et donc c'est généralement évité. Et c'est que acculé à la confrontation que les bandits vont riposter. Question qui peut faire sens aussi, est-ce qu'on avait des répressions différentes de l'État du pouvoir colonial en fonction de la nature de la victime? Oui, alors ça, on le voit surtout au moment c'est particulièrement flagrant dans le moment judiciaire de la répression, c'est-à-dire une fois l'arrestation effectuée. Si les victimes des bandits sont européennes, la main du magistrat et puis des jurés dans le cas d'une cour d'assises va être particulièrement lourde s'il s'agit de victimes européennes, et où l'issue est très certainement la condamnation à mort, et avec une possibilité de grâce qui va être moindre, enfin pas de grâce mais de commutation de la peine. Enfin, ça, c'est une grâce. Justement, là on parle de peine de mort et on l'a déjà évoqué avant, on a évoqué aussi ces peines d'internement des proches. Comment est-ce que fonctionnait la justice en Algérie sur cette période que t'as étudiée? Est-ce qu'il y avait... alors déjà, qui jugeait les bandits et quels différents types de peines pouvaient être appliquées? Alors il y a 2 types principaux de juridictions qui vont jouer dans la répression du banditisme. Si on est sur un territoire civil, ça va être des cours d'assises qui vont juger les bandits. Si on est sur un territoire militaire, ça va être des conseils de guerre, ou si pendant la Première Guerre mondiale le territoire est déclaré en état de siège, ça va être aussi le conseil de guerre qui va intervenir. Donc on a ces 2 institutions, cour d'assises côté civil, conseil de guerre côté militaire. J'ai pas noté de différence particulière en termes de sévérité entre les deux. On pourrait penser spontanément que conseil de guerre serait plus sévère. C'est pas le cas, parce que en fait les jurés de cour d'assises sont des Européens souvent très désireux de vengeance et de rétablissement de l'ordre. Donc ils ont souvent la main lourde dans la sanction vis-à-vis des bandits. Pour les bandits que j'ai étudiés, il y a un biais, parce que comme j'étudie le fond des recours en grâce, ça veut dire mécaniquement que dans quasiment tous les cas, voilà, il y a eu condamnation à mort. Mais c'est un biais, puisque c'est précisément la condition d'accès à cette source qui fait que ce que je peux dire à partir de ce corpus, c'est que ces peines de mort peuvent être commuées en peine de travaux forcés à perpétuité. On trouve les deux dans les dossiers. Il y en a qui sont condamnés directement à des peines de travaux forcés, à temps, c'est-à-dire avec une durée de temps limitée, ou à perpétuité, sans limite de temps. Il y a des condamnations à la peine capitale également, mais qui dit condamnation capitale dit recours en grâce, et
un tiers à la moitié des cas, ces condamnations à la peine capitale peuvent être commuées en peine de travaux forcés à perpétuité dans ce cas-là. Voilà les deux types de peines que je trouve principalement dans mes dossiers, mais encore une fois avec un biais. Sachant que ces travaux forcés, donc c'est soit on envoie en Guyane, soit aux mines. Alors les mines, ça c'est dans le cadre d'un internement, donc c'est différent, c'est une procédure spécifiquement coloniale. La condamnation au bagne, on peut être citoyen français et puis être condamné au bagne. L'internement, c'est une procédure spécifiquement coloniale en ce sens qu'elle est uniquement administrative. C'est un administrateur de commune qui propose un internement. Et cette décision, elle est validée par le Conseil supérieur du gouvernement. C'est-à-dire que l'institution judiciaire n'entre pas en jeu dans la condamnation à l'internement. Tandis que les condamnations au bagne sont des condamnations judiciaires, il faut qu'il y ait une instance judiciaire qui prononce cette modalité d'application de la peine. Ton sujet, toi, tu l'as délimité, on l'a dit tout à l'heure, de 1871 à 1920. Tu t'es arrêté à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que le banditisme s'arrête aussi à ce moment ou il continue ? Non, il continue. Il continue. Il y a des bandits, certains célèbres, qui apparaissent par la suite. La raison pour laquelle moi je me suis arrêté, c'est que cette unité de temps, elle fait sens parce que on n'a pas encore sur la scène politique d'organisation qui vont revendiquer l'indépendance, qui vont qui vont s'inscrire dans le courant nationaliste, par exemple, ou dans le courant communiste. Et donc, on a un phénomène de résistance rurale en dehors des organisations politiques qui vont intervenir par la suite et qui vont sans doute modifier aussi la façon dont ces organisations politiques et ces bandits interagissent. Donc, il va en modifier parfois le sens, la signification. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'arrêter aux années 20. Et après, c'est un autre sujet qui serait encore à creuser. D'ailleurs, il y a une doctorante à l'université de Béjaïa qui commence une thèse sur la période postérieure et qui va étudier un phénomène qui entre parfois plus directement en relation avec le nationalisme. En tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus particulièrement le cas. Et dans ces cas de bandits là qu'on vient d'aborder, on l'a vu, alors il y a des questions de survie, il y a des criminels tout simplement qui se sont mis hors la loi eux-mêmes et qui sont devenus après bandits, mais on l'a vu aussi dans une image parfois un peu romantisée de certains bandits, il y a quand même une sorte de volonté politique. Est-ce qu'on peut considérer que une partie de ces bandits sont pas un peu les précurseurs de ces mouvements indépendantistes, de ces organisations politiques qui se sont montées après ? En histoire, de manière générale, on a toujours un peu de mal avec la notion de précurseur ou de racine parce qu'il y a le risque de la téléologie, c'est-à-dire en connaissant la fin de l'histoire, d'en retracer des racines un peu linéaires, là où le phénomène pouvait déboucher sur tout à fait autre chose et il y avait un horizon des possibles qui pouvait être autre. Bon, moi, ce que je dirais, c'est qu'évidemment, il y a une dimension politique dans le banditisme. Je dirais pas qu'elle est nationaliste parce que cette forme politique, elle n'existe pas encore. Elle va apparaître en tant que telle, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des gens qui s'en revendiquent et qui le mettent sur le papier, dans un programme politique, par exemple. Elle va apparaître que dans l'entre-deux-guerres, cette revendication. Là, ici, je parlerai plutôt d'anticolonialisme. C'est-à-dire que l'anticolonialisme n'a pas encore forcément trouvé son référent positif, ou alors il peut être varié. Et le référent positif de la construction d'un État-nation indépendant, comme le souhaiteront et comme militeront pour cette perspective les nationalistes un petit peu plus tard, ça fait pas forcément partie des horizons de ces ruraux de la fin du 19e siècle, par exemple. En revanche, l'anticolonialisme, oui. Et ça, on en trouve des traces de cette dimension d'opposition, en tout cas à l'autorité coloniale. On a des cas où effectivement les contemporains les perçoivent de cette manière, et je pense en particulier à un des bandits. Et son nom m'échappe. Ça va peut-être me revenir. On est dans l'ouest de l'Algérie à la fin du 19e, dans les années 1880. Et
Et ce bandit, hein, qui est condamné, qui est condamné à mort, lorsqu'il est exécuté, il y a des cris parmi l'assistance, des femmes en particulier, nous dit le procureur de la République qui note comment se déroule l'exécution et qui en fait un rapport. Et dans ce rapport, on lit les slogans qui sont traduits, hein, qui sont scandés par des femmes qui font des you-you par ailleurs et qui disent vive Bouchouata, ça y est, voilà, donc le nom du bandit me revient, vive Bouchouata, victime des Roumis. Hein, donc il y a une dimension ici de responsabilité sur la condamnation à mort qui vise l'autorité coloniale en tant que telle. Hein. Et le parcours effectivement de Bouchouata, c'est un parcours qui est un peu similaire à celui des frères Adoum que j'ai décrit plus tôt. Hein. Il fait partie de ces bandits qui font 2 transatlantiques dans leur vie, dans un sens puis dans un autre, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à la Guyane et qui parviennent à s'évader. Lui, il passe même par New York, il y a quelque chose. Il est même réputé avoir été policier en Espagne. Enfin bref, il a tout un parcours assez rocambolesque aussi. Et son existence de proscrit qui parvient à retourner sur le territoire et à défier l'autorité coloniale est interprétée en tant que telle par la population qui rejette du coup la responsabilité de sa mort sur l'autorité coloniale. Il y a pas de film sur ces histoires-là, absolument incroyable, parce que même les frères Abdoun, c'est ouf. Bah alors, oui, carrément. Alors, je te remercie pour cette question. Alors, il y a un téléfilm qui est sorti en 2007 sur Areski El Béchir. C'est de mémoire une coproduction franco-algérienne. Enfin, le réalisateur est algérien. Que je conseille. Et puis je te remercie pour la perche que tu me tends, puisque effectivement je suis, comme tu le disais en intro, je suis consultant historique sur un projet de série qui attend la confirmation d'HBO pour être produite. Et c'est une série dont le réalisateur serait Jean-Philippe Amar, qui a déjà réalisé des séries historiques. Jean-Philippe Amar, il a participé par exemple à la réalisation d'Un village français il y a quelques années. Très bonne série. Tout à fait, voilà, et qui est très rigoureuse aussi sur le plan historique. Il savait travailler à l'époque avec Jean-Pierre Azéma, qui est décédé récemment. Et là, l'idée, c'est d'emprunter un petit peu au code du western, mais de le situer dans l'Algérie du 19e siècle. Et effectivement, ça s'y prête. D'ailleurs, les contemporains font eux-mêmes les comparaisons avec le Far West américain. Et puis, c'est ce qui t'est venu un peu spontanément quand je t'ai présenté Benzelmat, puis cette scène un petit peu incroyable qui se passe dans l'Aurès, où il menace les moines de mort, hein, concrètement, s'ils vendent leur terre. Et donc, cette série, voilà, elle aura la première saison, elle est en cours de finalisation d'écriture. Elle a pour cadre, alors on précise pas exactement où est le territoire, mais globalement, on serait plutôt dans l'Aurès. Et avant l'insurrection de 1871, donc on est encore dans une période de précarité, hein, de la domination coloniale. En tout cas, on n'est pas sûr que se maintienne. Et il y a des enjeux fonciers. Voilà, on découvre un gisement, et puis il y a des enjeux fonciers pour savoir à qui, comment les terres vont être appropriées et quelle pension ça va produire sur la société algérienne. Voilà. Donc il y a des histoires de bandits, de mines, tout ça. Ça tisse de ouf, ça donne envie. Voilà, il va falloir qu'on soit vigilant du coup tous sur la sortie de cette série, et on se souviendra qu'Antonin nous en avait parlé ici en premier. Voilà. En tout cas, si pour ceux qui nous écoutent, vous vous intéressez au lien entre histoire et série, et aux séries historiques en général, vous pouvez aller voir ou écouter en podcast ou sur YouTube l'entretien qu'on a fait avec Marjolaine Boutet, spécialiste justement de ces séries, de l'histoire des séries et des séries historiques, qui a notamment beaucoup travaillé sur un village français. Donc je vous invite vraiment à aller voir cet entretien qu'on a fait avec Marjolaine. Toi, de ton côté, est-ce que tu aurais peut-être que ce soit des documentaires ou des bouquins à conseiller aux gens qui nous écoutent pour en connaître un petit peu plus, aller un peu plus en profondeur sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui? Oui, alors il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà évoqués là, dans notre entretien. J'ai parlé de mon collègue Didier Guignard, 1871, l'Algérie sous séquestre. C'est un ouvrage qui est très important sur l'histoire de cette répression économique.
J'ai évoqué également le témoignage de Phoolan Devi sur une figure du banditisme féminine en Inde dans les années 1980. Donc c'est un tout autre contexte, mais en fait on trouve des mécanismes qui sont tout à fait similaires dans le côté vengeance, dans le côté problème foncier. Alors il y a la dimension du rapport de genre en plus ici qui est absolument fascinante. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Alors moi, il y a un roman qui m'a beaucoup marqué au début de mes études et je pense qu'il est un roman important pour essayer de mettre le doigt sur ce qu'est une situation coloniale. C'est La Grande Maison de Mohamed Dib, qui est un roman qui date de 1952. C'est un écrivain algérien, Mohamed Dib. Et dans La Grande Maison, son personnage central, c'est d'ailleurs une des premières fois qu'un personnage de fiction algérien est mis en scène dans un roman algérien. Et c'est un jeune garçon d'une dizaine d'années. Et pour comprendre ce qu'est la situation rurale du pays dans l'entre-deux-guerres et le poids de ce que représente la colonisation, à la fois comme une toile de fond qui est pas toujours présente, mais quand elle intervient extrêmement brutalement. C'est un roman que je conseille vivement, La Grande Maison de Mohamed Dib. Et puis pour les aspects peut-être plus historiques, il y a toujours un ouvrage de synthèse qui fait référence et que je conseille parce qu'il y a plein d'entrées différentes où on peut picorer un petit peu sur ce qui nous intéresse plus particulièrement. C'est un gros ouvrage qui a été publié par La Découverte et Barzac, donc c'est une publication franco-algérienne il y a quelques années qui s'intitule L'histoire de l'Algérie à la période coloniale et qui avait réuni peut-être plusieurs dizaines, je me souviens pas, peut-être plus, d'auteurs qui sont les spécialistes chacun d'un sujet spécifique sur l'Algérie et qui proposaient des contributions relativement courtes avec une courte bibliographie pour approfondir. C'est toujours un excellent outil pour entrer dans l'histoire de l'Algérie à la période coloniale. Tu as des actus peut-être que tu voudrais nous teaser à part cette série? À part cette série, oui, je vais bientôt publier un autre ouvrage avec Guillaume Blanc, un collègue de Bordeaux, collègue et ami que je salue d'ailleurs. Et avec Guillaume Blanc, donc on va publier Empire, une histoire sociale de l'environnement. L'environnement, il en a été question dans cet entretien, sur des questions foncières, sur des questions forestières. On est en plein dans la question qu'on se pose dans cet ouvrage qui est qu'est-ce que le colonial fait à l'environnement et comment est-ce qu'il le transforme. Et là, dans cet ouvrage, eh bien, on a sélectionné des textes qui pour nous sont importants, qui peuvent être fondateurs ou qui peuvent être plus récents et qui renouvellent l'histoire des empires, en particulier d'un point de vue environnemental. Et puis on les a fait traduire et publier. Donc ça touche à plein de situations coloniales différentes, de l'Inde britannique à Madagascar, en passant par le Maghreb, etc. Et on va le sortir le 2 octobre prochain. Écoute, c'est bien noté. De toute façon, vous retrouverez toutes les informations, alors que ce soit la bibliographie, ce nouveau bouquin de Guillaume, où vous retrouverez les liens en description des rediffs. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil par là. Antonin, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Ben, pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir parler de mes recherches. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. On remercie également Louis, qui, comme d'habitude, a opéré dans l'ombre et a préparé cet entretien avec toi et avec tous les invités, qui fait un travail remarquable comme toujours. Merci, big up Louis, et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Salut, ciao.